Bonjour, merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer sur la Côte d'Ivoire et sur le monde. Le port autonome d'Abidjan a réalisé en 2018 un trafic global prévisionnel de plus de 24 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de 86 milliards de francs CFA. Des chiffres appréciables par rapport à ceux de l'année 2017. C'est Iancié, le directeur général, qui l'a indiqué récemment face aux agents et les partenaires du port autonome d'Abidjan. Le Conseil supérieur de la publicité veut assainir le secteur de l'affichage publicitaire en proie au désordre et à l'anarchie. Une opération de stickage a été lancée depuis quelques semaines par l'organe de régulation. Comment se déroule-t-elle et quelles en sont les implications? Vous le saurez dans une quinzaine de minutes. Puis nous irons à RDC où la commission électorale a finalement publié les résultats des élections législatives dans la nuit. L'Assemblée nationale ne sera néanmoins complète qu'en mars après l'élection des députés des 3 circonscriptions où le scrutin a été reporté. Mais le parti au pouvoir et ses alliés pourraient rallier le plus grand nombre de sièges. On ouvre ce journal par des chiffres. 24 155 000 tonnes. C'est le trafic global prévisionnel réalisé en 2018 par le port autonome d'Abidjan, soit une hausse de 6% par rapport au trafic de 2017. Pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il est également en hausse. Il s'est établi en 2018 à 86 milliards de francs CFA. C'est le directeur général Iancié qui a donné fièrement ces chiffres jeudi dernier lors d'une réunion tout en ayant en ligne de mire des résultats encore plus honorables en 2019. 2018 aura été une année particulièrement fructueuse pour le port autonome d'Abidjan. La société a notamment réalisé au cours de l'exercice précédent un trafic global de 24,155 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 6% par rapport à 2017. Cette croissance s'explique par le dynamisme de notre économie nationale avec un trafic global, import en hausse de 13,7%. Et export en hausse de 12,5%. Le chiffre d'affaires prévisionnel est en croissance de 2% pour s'établir à 87 milliards de francs CFA avec 52% pour la part des résidences marchandises. Au titre de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures portuaires, les travaux, selon le directeur général, avancent conformément au chronogramme établi. Les infrastructures terminales rouliers sont terminées à 100%. Les quais terminales rouliers sont en exploitation. Et courant juin-juillet 2019, les aménagements seront faits. Le terminal roulé devra être inauguré, je pense, au plus tard en août 2019. Les travaux du terminal céréalier commenceront en avril 2019 pour une durée de 1 an 6 mois. La recherche de financement est en cours pour la construction et la modernisation du terminal minéralier. Les travaux du deuxième terminal conteneur sont en cours et seront achevés en juin 2020. Le port pourra alors traiter 2 500 000 boîtes TEU au lieu de 1 million actuellement. Parallèlement à ces grands chantiers d'un coût total de 1015 milliards de francs CFA, un vaste programme de réhabilitation des voiries de la zone industrielle a été entrepris. Sans compter l'acquisition d'équipements et de matériel qui devront supporter l'évolution des trafics induits par ces importants projets d'infrastructure. Considéré comme un des poumons de l'économie ivoirienne, le port autonome d'Abidjan compte aujourd'hui 1449 agents. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est désormais officiel. Les 3 nouveaux échangeurs d'Abidjan à Cocody et la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Treichville seront réalisés. Le ministre de l'économie et des finances et le représentant résident de l'Agence internationale de coopération japonaise ont paraphé hier les accords de financement. Une enveloppe de 105 milliards de francs CFA sera mobilisée pour les travaux. On retrouve Jean-Louis Gbangbo. C'est une autre étape importante dans la réalisation de ces 2 projets d'envergure dans le domaine des infrastructures routières. Les accords de financement pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de réalisation au carrefour Solibra. Principal bailleur de fonds, le Japon qui consent pour ces 2 projets une enveloppe globale d'un peu plus de 105 milliards de francs CFA. La JICA voudrait davantage accentuer ses efforts vers la réalisation des différents projets assez tangibles et bénéfiques auprès de la population ivoirienne. Je souhaiterais que ces appuis contribueront davantage de croissance économique du pays, de l'amélioration du cadre de vie de la population et de la promotion de l'amitié ivoiro-japonaise. Le ministre de l'économie et des finances a pris l'engagement d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration afin que les délais de réalisation des travaux soient tenus. Ne dit-on pas que la route précède le développement?
La construction de toutes ces infrastructures vise un objectif unique qui est de contribuer à l'élargissement de notre réseau routier pour le bien-être des populations abidjanaises en proie au quotidien à des difficultés de circulation. Les 3 échangeurs qui vont être construits, le premier c'est à l'école de police, mais quand vous arrivez à la rivière 3, où il y avait Oka, vous allez trouver encore un autre échangeur. Et puis après, à la Palmeraie, vous allez trouver le 3e échangeur. Les travaux vont commencer en septembre 2019 pour se terminer en 2022. Mais nous avons insisté sur notamment celui de la rivière 3. Nous avons souhaité que cet ouvrage soit terminé avant 2020. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, lui, sera livré en 2021. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un don de 52,9 milliards de francs CFA pour ce projet. Celui relatif aux 3 échangeurs, lui, a fait l'objet d'un prêt de 80,6 milliards de francs CFA du partenaire nippon. Des routes, des échangeurs pour une mobilité plus aisée des populations, mais aussi leur santé est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Pour preuve, une usine de production de vin située en zone industrielle de Koumassi vient d'être fermée par le ministère du Commerce pour insalubrité des locaux. Une mesure conservatoire pour permettre à l'entreprise de se mettre à niveau sur le plan sanitaire, le but étant de garantir des produits sans risque pour les consommateurs. Les précisions de Didier Nguessan. Le ministère du Commerce annonce la fermeture d'une usine de production de vin. La cause, des locaux jugés insalubres. Les faits remontent à janvier 2018. Dans un reportage sur le marché du vin en Côte d'Ivoire, nous dénoncions les conditions d'hygiène et de production du vin dans cette usine située en zone industrielle de Koumassi. Depuis une semaine, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le ministère du Commerce se saisit de l'affaire et fait une descente dans les locaux de l'entreprise épinglée. Nous avons noté avec beaucoup de préoccupation les conditions de fabrication de vos produits. Nous avons vu des fûts qui stagnent dans de l'eau, de ruissellement. Nous avons de l'eau stagnante avec des fûts qui y sont. Nous avons également vu des égouts, enfin des puits perdus. Nous avons vu des toilettes qui sont dans un état d'hygiène lamentable, en pleine salle de stockage de vos produits. Nous avons vu également votre laboratoire. C'est une catastrophe. Le responsable de l'usine s'explique. Il y a un contrôle qualité de notre vin au départ, ensuite à l'arrivée, notamment par le ministère du Commerce avec l'ANEMA, sur lequel nous avons des analyses de matières premières, ensuite de masse, puis de produits finis. Il est vrai ici en zone industrielle de Koumassi, il est très difficile de travailler à cause de l'évacuation de l'eau, puisque les routes ne sont pas effectuées, nous n'avons pas de service d'évacuation d'eau, pas de caniveau. C'est nous-mêmes qui devons nous organiser pour évacuer cette eau. Donc c'est vrai, cela est très compliqué de travailler dans de bonnes conditions en zone industrielle de Koumassi. Cette usine produit 15 000 litres de vin et spiritueux par jour et emploie 200 personnes. Il faut sauvegarder les emplois, mais pas au détriment de la santé des consommateurs. Le ministère du Commerce annonce des mesures conservatoires. Nous prenons donc cette mesure conservatoire de fermer cette usine en attendant que justement les investigations, les enquêtes soient menées pour justement permettre à cette usine non seulement de pouvoir, à la suite donc de cet audit, pouvoir justement se mettre à niveau, faire en sorte qu'effectivement elle puisse continuer, je dirais, son activité, mais dans les conditions optimales et dans les conditions de protection non seulement des travailleurs, mais de protection également des consommateurs. Dans la foulée, toutes les entreprises qui produisent du vin en Côte d'Ivoire seront inspectées. Direction la préfecture de police d'Abidjan. Cadre choisi pour rendre hommage à 33 agents de la police nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre dernier. Une retraite qui s'annonce agréable, d'autant qu'ils ont reçu un appui de 3 300 000 francs CFA de la part du ministre d'État Ahmed Bakayoko, coparrain de la cérémonie. Les détails avec Olivier Iriebi et Moussa Konaté. 4 commissaires, 7 officiers et 22 sous-officiers de la police nationale en fonction dans la circonscription préfectorale d'Abidjan admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 33, ces agents issus de divers services de la police ont été célébrés par leurs collaborateurs après des loyaux services rendus à la nation. Ils ont été félicités.
Nous vous disons encore une fois, merci. Vous partez sans être parti. Vous êtes à la retraite. C'est notre vie qui s'ouvre à vous. Ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt une grâce. Honorer les récipiendaires ont témoigné leur reconnaissance face à ces marques de générosité. Merci à vous d'être présents ce jour pour nous aider à passer ce moment. Un moment toujours éprouvant, mais très émouvant pour ceux qui, comme nous, partent. Nous avons chacun, en ce qui nous concerne, peut-être eu de bons et mauvais moments au cours de notre carrière. Mais de tous ces jours, nous ne comptons garder que le souvenir d'un seul, celui d'aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs coparrain de la cérémonie, a exprimé sa reconnaissance aux policiers pour leur contribution à l'amélioration de l'indice de sécurité dans le pays. Nous avons travaillé à redonner fière allure à la police. Quand Dieu vous permet de partir en bonne santé, croyez-moi, il vous donne l'occasion maintenant de réaliser votre propre vie. Vous avez donné au pays, vous avez donné à la communauté, à la collectivité. Maintenant, vous devez donner à vous-même et à votre famille tout ce que vous avez appris. Donc, je souhaite que vos familles soient fières de vous. Parce qu'ils ont eu des maris ou des femmes ou des frères qui ont mérité de la nation, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Cette cérémonie d'hommage collectif à l'attention des policiers de la préfecture de police d'Abidjan, admis à faire valoir leur droit à la retraite, est à sa première édition. C'est une initiative du préfet de police de la circonscription administrative. À la faveur d'une séance d'explication du procureur de la République, on en sait un peu plus sur les motifs de l'inculpation du député du Plateau, Jacques Ewo. Richard Adou a notamment indiqué que le montant des détournements présumés atteignait les 5 milliards de francs CFA. Ewo Jacques Gabriel Martial est inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire est ouverte contre le mis en cause, mais sans mandat de dépôt. Dans l'affaire mairie du Plateau, Ewo Jacques Gabriel Martial a été auditionné jeudi 10 janvier selon le procureur de la République. Ewo Jacques Gabriel Martial a été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics et de bien d'autres, des délits commis en complicité avec Benjo Akossi Noël Honoré Charles, alors maire de la commune du Plateau. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Benjo Akossi Noël Charles avec mandat d'arrêt. Monsieur Ewo Jacques Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Des faits qui concernent plus de 5 milliards de francs CFA qui auraient été détournés entre 2004 et 2017 via l'entreprise Négoce Communication, dont le PDG est Ewo Jacques Gabriel Martial. L'entreprise était chargée de prélever des taxes municipales de publicité pour le compte de la commune, selon une convention signée entre les parties. L'affaire mairie du Plateau est partie de la plainte déposée auprès de la direction de la police économique et financière par Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau. Une affaire entraînant une autre, les événements entourant l'interpellation et l'audition d'Ewo Jacques Gabriel Martial ont conduit à la divulgation de fausses informations par le député Alain Lobognon, selon le procureur Adou Richard. Dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité. Le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi
et engendrer des manifestations, des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. La section de recherche de la gendarmerie nationale a été instruite de rechercher et d'appréhender le député Alain Loboyon. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit, des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178, alinéa 2 du Code pénal. Si l'arrestation de Jacques Gabriel Martial requiert une autorisation préalable du bureau de la Chambre de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, pour le député Alain Loboyon, il n'en sera pas ainsi, car ce dernier a été pris en flagrant délit, selon le procureur de la République. Et suite à l'audition et à l'inculpation du député de la commune du Plateau, l'Assemblée nationale a tenu une réunion hier vendredi. À l'issue de la rencontre, les parlementaires, par la voix du vice-président de l'Assemblée nationale, Oula Priva, demandent la suspension des poursuites contre le député Jacques Ewo. C'était au micro de Kodate Moussa. L'Assemblée nationale demande la suspension des poursuites judiciaires contre Jacques Ewo, le député de la commune du Plateau. Une demande formulée ce vendredi par le vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'organe de décision du Parlement, s'est réuni ce matin. Et nous avons décidé la suspension des poursuites de notre collègue, le député Ewo Jacques. Il faut arrêter les poursuites pour le moment, pour permettre à la représentation nationale d'être mieux informée sur le dossier de notre collègue. Selon Oula Priva, un courrier sera incessamment adressé au procureur de la République pour notifier la requête des députés. Et dans le cadre de la procédure ouverte contre messieurs Benjo Akosi, Noël Honoré Charles et Jacques Gabriel Martial et tous autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a saisi ce jour le bureau de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins d'être autorisé à procéder à l'arrestation de monsieur Jacques Gabriel Martial, inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Relativement à cette affaire, le procureur de la République a été par la suite saisi ce même jour par correspondance du bureau de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de suspension des poursuites engagées contre M. Jacques Gabriel Martial conformément à l'article 92 alinéa 3 de la Constitution. Le procureur de la République fait cependant observer qu'au terme de cet alinéa, seule la Chambre dont le député est membre peut requérir la suspension de la détention ou de la poursuite. Aussi, le procureur de la République tient-il à indiquer qu'il reste dans l'attente de la réponse à sa requête adressée au bureau de la Chambre de l'Assemblée nationale. Fait à Abidjan le 11 janvier 2019 pour le procureur de la République. C'est la transition toute trouvée pour parler du milieu carcéral, un milieu où les valeurs de non-violence, de paix et de civisme doivent prévaloir en tout temps. C'est en tout cas ce que prône le secrétaire d'État chargé du service civique. Siaka Ouattara s'est intéressé récemment aux activités que mènent les détenus au sein de la maison d'arrêt et de correction de Bondoukou avant d'échanger avec les responsables du service socio-éducatif. On en sait plus avec Serge Koléa, de retour de Bondoukou. Inculquer les valeurs de paix, de civisme et de non-violence. Voici l'essentiel des motivations de la visite du secrétaire d'État chargé du service civique à la maison d'arrêt et de correction de Bondoukou. Ouattara Siaka a également voulu se rendre compte des activités d'apprentissage menées par les détenus en vue de leur réinsertion après la prison. Selon Marcel Akipré, chef du service socioculturel, plusieurs ateliers sont organisés pour apprendre aux pensionnaires les ficelles de petits métiers rentables. Il a fait le vœu de voir installer une unité d'apprentissage à la couture, à la menuiserie ou encore à la tapisserie. Ouattara Siaka a pris bonne note avant d'exhorter ces hommes et femmes en prison à devenir à leur sortie des Ivoiriens
Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, indépendant bien sûr de notre volonté. Dans le secteur de l'affichage publicitaire, le désordre règne. Ces mots sont des acteurs eux-mêmes, un secteur qui a besoin d'être assaini et c'est ce à quoi s'attelle depuis un moment le CSP, le Conseil supérieur de la publicité, qui a lancé depuis décembre 2018 une opération de stickage. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment l'opération se déroule-t-elle et quelles en sont les implications? Élément de réponse dans ce sujet vide ici. Il est signé Franck Quadion. Grand Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Quartier, France, en ce lieu existait un bâtiment colonial jusqu'au mardi 8 janvier 2019. Le bâtiment a été rasé. Des arbres centenaires ont été abattus. À l'issue d'une réunion des familles, les membres de la famille ont décidé de se répartir l'espace qui leur appartient. Et donc, l'un de leurs parents, qui réside en Europe, est venu, uni de la décision de la famille, et il a requis des entrepreneurs pour faire table rase d'un bien du patrimoine mondial. Ça s'est passé de 5 h du matin à 10 h. À 10 h, il avait terminé la besogne. Le décor habituel de ce secteur, appelé officiellement zone commerciale, est ainsi brutalement modifié. C'est une perte pour le patrimoine culturel ivoirien et mondial. Le bâtiment qui vient d'être détruit, c'était un lieu d'échange culturel qui a été construit en 1910 et 1950. Lorsqu'on l'a coupé avec tout le paysager qui était là, vous voyez que ça devient vide. Et donc finalement, quelqu'un qui est venu à Bassam il y a quelque temps, s'il revient, il passe là, il ne se retrouve plus. Selon la loi numéro 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel et naturel, aucun bâtiment sur le site classé ne doit subir de modification ni de destruction sans l'avis de l'autorité compétente. L'auteur de l'acte de destruction est tenu de reconstruire le bâtiment et replanter les mêmes espèces d'arbres à ses propres frais. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, affligé par ce qu'il a vu, attend que la justice fasse son travail. Depuis que le bien a été classé, nous avons procédé à des séances de sensibilisation. Donc si ils ont démarré à 5 h du matin, au moment où les personnes dorment, c'est parce que ça veut très bien que le bien est protégé. C'est un acte qui est passible de sanctions pénales et pécuniaires très fortes. Et c'est pour cela que la personne est mise aux arrêts. L'État de Côte d'Ivoire, dans son intégrité, a porté plainte pour destruction de biens appartenant au patrimoine national et au patrimoine mondial. Il y a des pays qui ont des dizaines de biens inscrits. Et cela leur apporte du tourisme économique, et cela apporte du développement. Avant de quitter Grand Bassam, le ministre a recommandé au comité local de surveillance et de protection du patrimoine culturel ivoirien et mondial de travailler pour renforcer la sensibilisation afin de garantir la sauvegarde de l'image de la ville historique de Grand Bassam, ville qui bénéficiera de 60 milliards de francs CFA pour des travaux de rénovation. Vous vous en êtes rendu compte, la technique nous malmène un tout petit peu en cette mi-journée. Là, nous étions à Grand Bassam, précisément au quartier France de la cité balnéaire, où en dépit du classement de la ville historique au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'on a assisté récemment à la destruction d'une concession coloniale par des individus, action qui a suscité la réaction du gouvernement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'était tout de suite rendu sur le terrain et au nom de l'État, il a annoncé ce qu'encourent les coupables, une sanction exemplaire pour que nul n'en ignore. Et dans le secteur de l'affichage publicitaire, je vous le disais, le désordre règne, mais le Conseil supérieur de la publicité, justement, veut assainir ce secteur. Abidjan, ses gratte-ciel, ses centres commerciaux, un témoignage de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est aussi la bataille pour la communication. Plus d'une centaine de régies publicitaires, précisément 129 en 2013. Sur le terrain, cela s'explique par la présence de géants panneaux de publicité à perte de vue. 6000 panneaux publicitaires, carrefours, voiries et même les façades des immeubles. Rien n'y échappe. Ils font depuis quelques années partie intégrante du paysage abidjanais. Les panneaux sont un peu trop. Surtout à des feux, on a du mal même à voir des véhicules devant. Donc là, si on peut diminuer aussi les panneaux, on va trouver un endroit où on peut les placer pour que nous, les automobilistes, nous puissions aussi
voir aussi la visibilité un peu plus devant. Voilà, sinon franchement c'est trop. Vraiment le panneau là souvent ça m'arrange parce que ça donne un peu de formation quoi. Formation, on peut faire aussi, quand c'est joli comme ça, la vie est un peu jolie quand même devant moi. Le gouvernement ivoirien a décidé en 2013 de prendre les choses en main avec pour objectif assainir le secteur de l'affichage. 5 ans plus tard, cette volonté se traduit depuis le 5 décembre par une opération d'identification et de démantèlement des panneaux irréguliers dans le district d'Abidjan menée par le Conseil supérieur de la publicité. Nous rencontrons le directeur du CSP. Il nous situe sur les enjeux. Récemment, le Conseil supérieur de la publicité a constaté sur le terrain qu'il y avait quand même une certaine amplification de la pollution visuelle qui était due à la prolifération des panneaux anarchiques. C'est donc dans ce contexte que le Conseil supérieur de la publicité a décidé de prendre ses responsabilités et d'envoyer ses agents sur le terrain pour sticker les panneaux qui ont été irrégulièrement implantés. Cette opération de stickage consiste en 2 phases. La première phase a visé, ou bien vise, toutes les régies publicitaires qui ont fait de nouvelles implantations, malgré l'interdiction interministérielle et qui ne respectent pas les dispositions du décret. La seconde phase a visé toutes les régies qui ne respectent pas, qui ont fait des implantations, qui ne respectent pas du tout les dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Une opération pour assainir le milieu de l'affichage. La Chambre des afficheurs exprime cependant quelques inquiétudes. S'il faut l'appliquer, 80% des panneaux ne doivent pas exister. Parce qu'il y a un article spécifique dans le décret qui dit les panneaux doivent avoir l'avis obligatoire conforme en dernier ressort du CSP. 80% des régies et des panneaux n'ont pas eu cet accord conforme du fait de la double responsabilité entre le CSP et les collectivités territoriales. Pour le directeur du CSP, le régulateur est dans ses prérogatives. En effet, il y a un comité technique qui a été mis sur pied en 2013 à la volonté du président, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce comité a en effet eu quelques résultats. On a pu démanteler 1196 panneaux. Mais malheureusement pour le district, il y en avait 6000 et qui ne pouvait supporter que 2500 panneaux. On en a démantelé 1196 et par la suite, on a vu que les implantations ont continué. Les afficheurs ont continué à poser des panneaux avec la complicité des mairies. Et le Conseil supérieur de la publicité a décidé de prendre ses responsabilités. Selon le directeur du CSP, l'opération d'identification et de démantèlement s'appuie non seulement sur le décret du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage de la publicité en Côte d'Ivoire, mais aussi sur l'interdiction interministérielle de 2013. L'opération est lancée depuis effectivement un mois. À ce jour, nous totalisons 130 panneaux que nous avons stickés. Cette opération qui vise à assainir le paysage publicitaire et de l'affichage en Côte d'Ivoire va s'étendre sur 6 mois. Après cela viendra la phase de répression. Un mot de religion dans ce journal. L'ordre de la Rose-Croix internationale a un nouvel impérateur à sa tête. Son nom, c'est Claudio Mazzucco. Il a été élu par les grands maîtres de la Rose-Croix. La charge lui revient désormais de présider aux destinées du mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial pour les 5 années à venir. C'était en présence de notre reporter Issa Chonayo. C'est la Côte d'Ivoire que le représentant mondial de l'ordre de la Rose-Croix, l'impérateur Christian Bernard, a choisi pour passer le témoin à son successeur, le nouvel impérateur Claudio Mazzucco, grand maître de la juridiction italienne. Il a été élu par les grands maîtres de la Rose-Croix internationale après une proposition de l'impérateur sortant. Après une vingtaine d'années de loyaux services rendus au mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial, Christian Bernard rend hommage aux autorités ivoiriennes. Ma découverte avec l'Afrique, qui remonte à plus de 40 ans, eh bien, c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a eu lieu. C'est en Côte d'Ivoire où j'ai rencontré les premiers Rosicruciens africains. Donc, je pense que pour moi, c'était en quelque sorte un devoir de rendre hommage aux fratres et sœurs de ce pays et de venir leur dire une dernière fois, eh bien, au revoir. Le nouvel impérateur Claudio Mazzucco est élu pour une période de 5 ans renouvelable. La visite de l'impérateur sortant, qui va durer 48 heures, sera marquée par des exposés et des rencontres avec des membres de la Rose-Croix, Côte d'Ivoire.
Et on prend la direction de la RDC où la commission électorale a finalement publié les résultats des élections législatives dans la nuit. Et pendant un peu plus de 2 heures, des agents de la CENI ont égrené les noms des 485 députés qui siégeront dans la nouvelle Assemblée nationale, sans préciser néanmoins l'affiliation de ces partis à telle ou telle coalition. Une assemblée qui ne sera complète qu'en mars, après l'élection des 15 députés des 3 circonscriptions où le scrutin a été reporté. Mais d'ores et déjà, le parti au pouvoir et ses alliés du FCC pourraient rallier le plus grand nombre de sièges. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.